Et bonjour et bien nouvel article, cette interview d'écrire et être lu, dans laquelle cette fois j'ai la chance, la joie, l'honneur et le privilège de discuter avec Oliver Crock. Bonjour Oliver. Bonjour tout le monde. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi parce que c'est vrai que mine de rien, ça fait quelques années qu'on se connaît et qu'on échange, notamment sur les réseaux sociaux, parce que on a des inspirations qui sont communes, on a des auteurs, ce sont les mêmes auteurs qui nous inspirent, et donc ça fait ouais, quelques années, 3 4 ans qu'on échange sur les réseaux sociaux, mais on s'était encore jamais parlé en live. Non, première fois. Donc voilà, je suis vraiment très content de pouvoir enfin échanger avec toi. Ouais, c'est vraiment cool aussi. J'apprécie. Je te présente en quelques mots, hein, avec toutes les petites informations que j'ai pu glaner par-ci par-là sur les réseaux sociaux. Donc tu es un auteur auto-édité, tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise. Ouais, Tu es suisse, tu habites à Genève, start. grand voyageur, hein, je sais que l'Écosse fait partie de tes destinations de prédilection. Ouais, c'est la destination récurrente. Amateur de chats géants, Ouais, je sais pas où il est, mais ouais. collectionneur de distributeurs PES, fan de Star Ouais, Trek et de voilà, Dépêche Mode. c'est ça. Et John Carpenter. Et de John Carpenter, effectivement. Enfin bon, vu le t-shirt, on s'en doutait un petit peu, quoi. Ouais. Mais sinon, Carpenter est celui qui m'influence beaucoup au niveau de l'écriture, alors que Dépêche Mode, c'est vrai que, ou Star Trek moins, c'est plus pour le fun, quoi. C'est juste pour le fun. Et de Stephen King, donc, puisque d'ailleurs c'est là qu'on s'est rencontrés, c'était sur un groupe Facebook dédié aux fans de Stephen King. Et tu es également l'auteur d'une trilogie qui s'appelle Chronique d'une autre réalité, Mhm. qui a la particularité, c'est que les deux premiers tomes sont des recueils de nouvelles. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, le premier tome, en fait, ce sont des nouvelles à chute. Donc, c'est vraiment des nouvelles qui peuvent être des stand-alone, comme on dit dans les séries. Et bon, voilà, j'ai vraiment essayé vraiment la nouvelle où à la fin, la personne se dit, le lecteur se dit, waouh, je m'attendais pas du tout à ça. D'ailleurs, je crois que tu as été surpris sur quelques-unes, donc c'est que ça fonctionne comme je le souhaite. Le deuxième recueil, donc quand j'ai écrit le premier, en fait, je pensais m'arrêter là. C'était juste pour me faire plaisir. Je pensais pas que ça fonctionnerait. Je pensais pas qu'il y aurait des retours comme ça. Donc, et, et puis je me suis dit, bah pourquoi pas continuer. Donc j'ai fait un second recueil et cette fois-ci avec l'objectif de faire un tome 3 derrière qui serait un roman. Et donc ce deuxième recueil en fait de nouvelles reprend des situations ou des personnages du premier où il pouvait y avoir des questions qui restaient en suspens ou ouais, ou même des situations où je montre ce qui pourrait se passer après. Et en fait, j'ai fait en sorte que tout ce deuxième tome en fait donne des clés de lecture de toutes les premières et qu'elle les lie entre elles en fait pour préparer en fait le troisième tome. Voilà. C'est pas facile de parler des chroniques parce que j'ai tellement déstructuré le récit que que c'est un puzzle quoi. Donc le troisième tome. Voilà. C'est pas facile de parler des chroniques parce que j'ai tellement déstructuré le récit que que c'est un puzzle quoi. Donc prendre juste une pièce et parler d'une pièce sans l'ensemble, c'est C'est difficile. ça. En Mais fait, c'est voilà. voilà, un premier tome avec des nouvelles à chute, Mhm. et ensuite tu as fait un deuxième tome rempli de nouvelles, mais qui servait un petit peu de liant. Plutôt Voilà, cliffhanger. c'est ça Voilà. qui faisait le pont vers le troisième tome que tu as écrit sous la forme d'un roman, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, le Mm. format que tout le monde connaît. Et c'est ça qui est assez génial dans les chroniques d'une autre réalité, c'est qu'en fait sur les 3 tomes, tu as 3 formats Voilà. qui sont assez différents. Mm. Nouvelle à chute, histoire Tout courte, à on fait. va dire, et puis le format roman qui est l'histoire longue, le format classique, quoi. Voilà. Et effectivement, je confirme, donc, quand j'ai lu le premier volume des chroniques d'une autre réalité, j'ai été souvent ça. Et puis à la fin, pof, la chute, le twist brutal, le retournement auquel ne s'attend absolument pas. Depuis le début jusqu'au milieu, jusqu'au vraiment au dénouement, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé, j'avais pas lu la biographie, ta biographie à l'époque où j'avais lu le premier volume des Chroniques, mais qu'ensuite j'ai vu dans ta biographie que une de tes grandes sources d'inspiration, c'était la série Twilight Zone, qu'on appelait la Twilight quatrième Zone, ouais. dimension
en français, et c'est exactement ça. En fait, c'est l'histoire banale d'un type banal ou d'une femme banale, et puis qui se retrouve plongé dans un univers complètement décalé, dont on ne sait jamais s'il va s'en sortir à la fin. Ouais, c'est exactement Et ça. on retrouve très bien l'esprit Twilight Zone dans ce premier volume des Chroniques. Et alors, si j'ai voulu t'interviewer, si j'ai voulu qu'on ait cet entretien, j'avais pour projet, moi, de mon côté, de faire un article sur comment écrire une nouvelle pour que les jeunes auteurs ou les auteurs confirmés qui ne s'y sont jamais essayés disposent de quelques clés, quelques trucs pour s'attaquer à ce genre-là, à cette forme-là. Et puis je me suis dit, j'avais commencé à écrire l'article, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Tu as un expert à disposition à qui dont tu pourrais profiter et pour essayer de tirer les vers du nez et savoir comment il fait. Ok. Alors, ça tombe bien justement parce que j'en ai écrit une cette semaine que je vais inclure dans le tome 2 parce que je vais les sortir en brochet en automne. Il y a beaucoup de demandes. Et puis, pour équilibrer en fait la longueur de chaque tome, j'étais un petit peu short sur le deuxième tome, il en manquait une, donc j'en ai écrit une. Et en fait, la façon dont je fonctionne, c'est il me faut la fin. Je démarre, il me faut la fin. Je démarre jamais une nouvelle si j'ai pas la fin. En fait, je cherche le twist de fin. Je cherche un twist qui pourrait être intéressant où je me dis, tiens, s'il se passait ça et qu'en fait il se passait ça. Et il faut vraiment que j'ai ce twist. Une fois que j'ai le twist, il me faut le titre. Si j'ai pas de titre, j'arrive pas à écrire. Je sais pas pourquoi. Mais même un roman, hein, là j'ai écrit un roman là au printemps, mais pour le moment je mets de côté. J'avais commencé quasiment par le titre. J'avais vaguement l'idée de ce qui se passerait, mais il me fallait d'abord le titre. Et après, je me lance. Mais en fait, si j'ai pas la fin, j'ai trop peur de tomber dans le syndrome de. Je sais pas si tu connais l'histoire du Ladies Room euh, de Stephen King. Euh, non, en fait, il raconte ça très souvent dans des conférences où il explique qu'un jour il était à l'aéroport et puis sa femme va aux toilettes, bon, peu importe, puis il y a un autre gars qui arrive à côté avec sa femme va aussi aux toilettes, puis bon, ils étaient là, ils se regardaient, ils attendaient, comme ça arrive plein de fois, même dans les centres commerciaux, on est là, il y a plein de même dans les centres commerciaux, on est là, il y a plein de gens. Et puis en fait, les femmes ne ressortent jamais. Et il a commencé à écrire là-dessus, où après il y a une maman qui vient avec son gamin, hop, la femme elle rentre aussi, mais ils ressortent pas, puis leur tourne. Alors, je connais Stephen King, il écrit, il écrit, il écrit, il écrit. Puis au bout d'un moment, ils appellent la sécurité. Donc la sécurité, c'est les femmes qui rentrent, puis ils entendent un cri, mais personne ne ressort. Et puis après, ils appellent donc finalement des bonhommes qui rentrent aussi dedans. Il y a personne qui ressort. Puis l'armée, puis la truc national. Et puis à ce moment-là, Stephen King, il fait. Et je savais pas du tout que j'allais avec cette histoire-là. Il est complètement bloqué. Et ça fait 20 piges qu'il l'a. Et à chaque conférence, il dit si quelqu'un a une fin à me proposer et qu'elle est correcte, je sors la nouvelle avec lui et je l'associe à mon nom, mais en 20 ans, personne n'a trouvé de fin. Et en fait, c'est exactement ça que je veux éviter. Je veux pas commencer à écrire une nouvelle, puis au bout d'un moment me dire, merde, je vais où, quoi? Et me retrouver bloqué. Donc voilà, il me faut absolument la fin, sinon j'arrive pas. Oui, je suis fait pour comprendre, parce que j'ai moi-même une histoire sur une maison dont les portes se ferment et se verrouillent toutes seules, sans avoir anticipé, sans avoir prévu de fin. Puis au bout d'un moment, je me suis retrouvé le bec dans l'eau à me dire qu'est-ce que j'en fais maintenant? Donc c'est bien, je savais pas, j'ai des points communs avec Stephen King, je suis content. Je lui demanderai s'il n'a pas une idée, et puis on fera un échange de Ouais, bons voilà, procédés. tu Donc voilà, c'est pour ça Alors la fin peut évoluer hein, entre le moment où j'ai l'idée et puis je commence à écrire. La fin peut évoluer parce que je peux avoir une idée supplémentaire ou quoi au cas. Mais il me faut vraiment cette base de fin quoi. Et d'ailleurs c'est la même chose pour un roman. Hein. Bon, je suis moins bon dans l'écriture de roman justement parce que la fin est tellement loin quand je commence à. Enfin, je préfère les formats courts quoi. Je préfère les formats courts. Ok, donc il te faut la fin, ça c'est ta base. Et alors le titre, pourquoi il te faut absolument le titre pour commencer? Alors ça j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais en fait, je pense que je pense que tant qu'il n'y a pas de titre à mon histoire, elle n'existe pas en fait. J'arrive pas à travailler dessus. Tu vois, c'est comme, je sais pas, c'est comme si tu avais un gamin et puis tu lui donnais pas de nom. Tu lui donnes le nom que quand il avait 18 ans, tu vois. Donc du coup, tu peux pas le considérer vraiment comme une personne tant qu'il a pas de nom ou un animal ou tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas si l'analogie est vraiment parlante, mais ouais, c'est ça. En fait, tant que j'ai pas de titre, pour moi, ça n'existe pas et ça reste flou.
par exemple, il y a un titre, même si après il changera, parce que ça arrive quelques fois que ça change, mais c'est quand même assez rare. Par exemple, sur le premier tome, je sais pas si tu te rappelles, il y a une nouvelle qui s'appelle Vodka Tabasco. C'est un surfeur, tu sais, qui va faire la teuf chez un. Voilà. Au début, elle s'appelait Vision Floue, parce que c'était mon idée de départ, mais celle-là, je l'ai changée en Vodka Tabasco pour les besoins en fait de l'histoire, parce que j'avais besoin d'introduire un personnage pas très gentil. Mais je crois que je crois que c'est le seul exemple que j'ai d'un titre qui change. Non, il faut le titre, absolument. D'accord. Donc, tu as ta chute, tu as ton titre. Ensuite, la prochaine étape, c'est quoi? Est-ce que tu fais un plan, un minimum de plan, un découpage par scène? Tu fais quoi après? Ah non, moi j'ai pas de plan du tout. Ah, il y a les architectes, les jardiniers, et puis il y a moi. Donc non, non, je veux pas de plan du tout, pas de plan du tout. Je sais pas du tout le chemin que je vais prendre pour y aller. Ce que j'essaye, c'est de poser un personnage en quelques phrases. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien les nouvelles. Je pense que je suis feignant, à mon avis, de trop développer un personnage. Et c'est vrai que sur une nouvelle, quelques traits de caractère. Euh, Souvent, je prends l'exemple je sais pas si tu as vu Escape from New York de John Carpenter avec Snake Plissken. Voilà. Quand le personnage, il est introduit, enfin, le personnage au début du film, il a avec des menottes, il a annoncé de prison, on sait pas ce que c'est, mais on dit tiens, c'est un badass, tu vois. Il est assis dans le bureau et il est présenté en fait par le chef de la sécurité. Le chef de la sécurité lui dit, alors plus jeune soldat décoré, etc. Donc dans notre tête, on se dit, bah, en fait c'est un gentil. Mais t'as attaqué la banque fédérale machin, ah ben en fait c'est un méchant. Et puis l'autre ne bouge pas et il a juste trois attitudes qui le font. Enfin, avec les trois attitudes, les deux phrases qui sortent, on imagine mais tout de suite tout son background, on imagine tout ce qu'il a pu faire, etc., etc. Alors qu'en fait, il a dit deux phrases, il a eu trois attitudes. Et en fait, c'est exactement ce que j'essaye de faire dans mes nouvelles, c'est que quand je présente un personnage, j'essaye juste de mettre trois phrases, deux attitudes, et je laisse complètement open pour que les gens puissent imaginer eux-mêmes et faire le background eux-mêmes. Et ça se trouve, un personnage, d'un lecteur à un autre, ne le verra pas de la même façon. Mais il faut qu'il. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je trouve qu'ils sont très forts. Enfin, ils ont une personnalité très marquée, tes personnages, dans tes nouvelles. Alors bien sûr, t'as pas le temps de rentrer profondément dans la psychologie, dans la motivation et tout, parce que t'as pas le temps sur une nouvelle, mais ça c'est normal, hein, c'est le Et ça genre qui veut m'arrange. ça. Je trouve qu'ils sont quand même très marqués. Oui, ils ont une personnalité, mais quand tu regardes, c'est toujours trois traits de personnalité avec une ou deux façons, tu les vois bouger, une ou deux phrases qu'ils disent, et puis c'est toi qui la crée la personnalité. Tu vois, par exemple, celle qui va à un entretien d'embauche, je sais pas si tu te rappelles. Voilà. Bon, bah, finalement, sa personnalité, c'est quoi? C'est juste son âge, elle a super pas confiance en elle et elle est archi stressée. C'est tout. Je ne donne aucune autre indication. Et pourtant, tu la vois parfaitement en train de se démener chez elle, en train de se maquiller, s'habiller, est-ce que je suis bien habillé, est-ce que ceci, cela. Mais au final, moi, je ne donne rien. Je donne juste, elle est stressée, elle a besoin de ce boulot, elle a un certain âge et puis elle a peur par l'avoir, et puis elle n'a pas confiance en elle du tout. Et c'est tout. Oui, mais ça illustre très bien ce que tu dis, la sacro-sainte règle du show don't tell, hein, tu sais, où il faut montrer mais pas expliquer, ou faut montrer mais pas expliquer, ou tout simplement tu ne dis pas elle est stressée, tu la montres en train de s'énerver pour s'habiller, de chercher à se maquiller pour être la plus présentable et pour pouvoir réussir son entretien, mais tu ne le dis pas, tu le montres. Mais alors moi, ce que j'aimerais bien savoir maintenant, c'est une fois que tu as ta chute, que tu as ton titre, d'où tu pars? Comment est-ce que tu détermines ton point de départ, d'où tu commences ton histoire? En fait, le point de départ, c'est vraiment ce qui me vient. Ce qui, Euh, Tu vois, pour parler de celle de cette semaine là que j'ai écrite, je sais pas si tu te rappelles, dans le tome 2, il y a une explosion nucléaire. Enfin bon, c'est pas très important pour l'histoire, donc c'est pas du spoil. Euh, il y a une explosion nucléaire, tu sais, qui va l'autre qui est en orbite là, il la voit. Enfin bon, bref, c'est juste dans l'histoire pour expliquer que tout va mal et que c'est l'apocalypse. Et je me suis dit tiens, je vais me prendre comme point que c'est l'apocalypse. Et je me suis dit, tiens, je vais me prendre comme point de départ, en fait, cette explosion, cette centrale. Qu'est-ce qui va se passer dedans? Et en fait, j'avais rien, en fait, j'avais rien. Alors je me suis dit, tiens, je vais penser à la série de Tchernobyl, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant peut-être de voir comment les gars, ils vont flipper dans la salle de commande. Puis après, je me suis dit, ouais, mais bon, ça peut d'intérêt, donc qu'est-ce qui pourrait se passer dans la salle de commande? Et puis j'ai commencé à écrire, en fait, un acteur qui est sur place, parce qu'en fait, il tourne une série,
justement sur la centrale nucléaire ou un incident de la centrale nucléaire. Et en fait, quand il commence à tourner son truc, donc c'est assez intéressant d'écrire une scène de cinéma, tu vois, avec les dialogues en off, tu sais, pour qu'il puisse lui répondre alors que lui il est juste filmé, etc., etc. Et puis en fait, je suis en partant de ce postulat-là. En fait, c'est toute l'histoire de ce gars-là, mais il se croit être un acteur, donc il sait rien faire du tout, et puis du coup, ça part en vrille, etc., etc. Donc tu vois, voilà, c'est parti en fait, voilà. Oui, il te faut la petite étincelle, la petite idée qu'ensuite tu déroules et C'est puis ça. ça fait l'affaire. Si tu juges que c'est intéressant, que ça va susciter l'intérêt du lecteur, quoi. Si je trouve que c'est un intérêt. Ouais, ouais. Et quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de ce que ce sera l'histoire d'un acteur en fait. Et puis bon, après tu brodes, tu vois, avec son agent qui l'appelle. J'ai trouvé le moyen de placer le Super Bowl puisque c'est pendant le Super Bowl qu'il se passe quelque chose. Son agent l'appelle, on lui dit parce qu'ils sont tous les deux originaires du Tennessee, donc ils sont contents que les Titans aient gagné. Enfin, tu vois, enfin voilà. Après, il y a tout qui se brode pour s'emboîter avec tout le reste de la trame de l'histoire. Mais quand je suis parti, pour moi, voilà, c'était la salle de commande, la centrale qui explosait. Il fallait que je trouve quelque chose d'intéressant à raconter là-dessus. Et alors une petite Voilà. digression là, curiosité personnelle, pourquoi avoir fait que l'histoire se place au Tennessee, pourquoi pas ailleurs, ça aurait très bien pu se passer Ouais. en Suisse. Bah, ça se passe parce qu'en fait, ce qui avait déjà été écrit, c'était dans le Wisconsin que l'explosait. Le gars qui était en orbite, tu sais, l'Américain, il était, enfin, sa famille était en Wisconsin, ça pétait là-bas, donc j'avais repris en fait quelque chose qui existait déjà. Si je l'avais fait exploser en Norvège, bah j'aurais pris la Norvège. Enfin, tu vois, dans les nouvelles, il y en a une qui se passe à Moscou, il y en a une qui se passe à Paris, etc., etc. Donc et souvent, bah tiens, pour prendre celle de Moscou, souvent c'est un point de départ, un vrai point de départ aussi qui m'inspire. Celle de Moscou, c'est une vraie histoire. J'étais vraiment dans le métro de Moscou et c'était vraiment la galère totale pour s'orienter. Pire que dans les métros asiatiques. Pourtant, les métros asiatiques sont, enfin, on pourrait croire que c'est plus compliqué. En fait, pas du tout. C'est très simple. Que ce soit Hong Kong, Séoul ou même Tokyo, c'est vraiment très simple. Et le métro de Moscou, mais on a perdu une demi-heure à trouver notre chemin. C'était juste la folie. Et je suis parti de ce postulat-là, par exemple, pour mon histoire. Et là, du coup, t'es parti du début. Là, je suis parti du début, mais en fait, je savais, comme, si tu veux, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'écrive sur le problème que j'ai dans le métro de Moscou. Il faut que je trouve quelque chose, une fin qui vaille le coup que je puisse inclure ça dedans. Et donc, j'ai trouvé la fin avec blablabla, pas de spoil. Et donc, du coup, je me suis servi de cette anecdote-là pour arriver à ma fin, justement, pour développer le truc. Et alors, quand tu écris, alors j'ai bien compris que tu n'avais pas de plan, mais comment tu travailles le rythme? Je sais qu'il y a pas mal d'auteurs, j'en fais partie et d'ailleurs, qui alternent les scènes où il arrive des choses positives, les scènes où il arrive des choses négatives, de façon à créer comme ça une espèce d'ascenseur émotionnel pour que le lecteur soit pris dans l'action, soit pris dans la scène et qu'il lâche pas l'affaire, quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu fais attention ou pas du tout? Pas du tout. Je crois que je vais laisser Non, tomber non, cette interview parce que ça va plus du tout, cette histoire. quand tu avais lu le troisième tome, rappelle-toi, tu m'avais dit, tu m'avais fait un petit retour de bêta lecteur, même si c'était après qu'il était déjà sorti. Tu m'avais juste dit que tu avais trouvé que le rythme retombait à un moment pour l'explication du père d'un des moines, mais sinon le reste ça allait. Et moi, franchement, j'ai pas, j'ai rien calculé du tout. Enfin, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment comme un épisode de Twilight Zone. Même pour là le log là que j'ai écrit, par exemple, ça démarre tout doucement, puis d'un seul coup, oh, et puis le temps qu'on se remette de oh, il y a un oh plus gros, puis encore un oh, et puis à la fin, waouh, voilà, c'est vraiment. Et quand j'écris, il faut que moi je ressente ça. Ah oui, donc tu veux quand même que ça aille crescendo, quoi. Je fais crescendo, Que ça aille crescendo, quoi. mais c'est plus, c'est presque pour me faire plaisir, quoi. C'est plus pour essayer de me surprendre moi que qu'avec un vrai objectif derrière de dire il faut que je fasse comme ça parce que c'est comme ça ou parce que non, je fais vraiment comme je le sens, quoi. Je pense que je serais un très mauvais exemple si on me demandait si j'étais interviewé pour savoir comment il faut écrire, etc. Je pourrais même pas écrire un livre en donnant des conseils ni rien parce que c'est n'importe quoi quand j'y pense. Mais c'est bien, ça marche. Donc je change rien. Reste comme ça.
Est-ce que quand tu écris, tu as un objectif? Est-ce que tu te dis, là, avec cette nouvelle, je vais leur faire peur, ou je vais les surprendre, ou je veux les intriguer? Voilà, quand tu te lances dans l'écriture d'une scène, est-ce que tu as quelque chose en tête? Souvent, ce que j'ai en tête, c'est j'imagine une nouvelle justement enfin j'imagine mon histoire mise en image et j'imagine ce que j'aimerais voir à l'écran. En fait, c'est très visuel. Je ne sais pas si c'est marqué ou pas quand on lit, mais en général, c'est très très visuel. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je préfère écrire des nouvelles, c'est que j'ai besoin de découvrir l'histoire, même si je sais la fin, de savoir comment on va y arriver. Une fois que je sais ça, j'ai intérêt à la finir très vite, parce que sinon, j'ai envie d'une autre histoire. Je la connais, donc pourquoi je continuerai dedans? Il n'y a pas d'intérêt. Donc, voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour moi d'écrire un roman, parce que justement, c'est trop long. C'est trop long et au bout d'un moment, j'ai envie de passer à autre Ah, chose. ça, c'est important pour toi. Il faut que tu écrives vite. Ouais, ouais, il faut que j'écrive vite. Tes histoires, elles font une taille moyenne. Enfin, j'ai pas compté le nombre de mots, mais C'est 50 000 mots en moyenne. Chaque recueil fait 50 000 à peu près. Chaque recueil fait 50 000 à peu près. Donc ça reste court, ouais. voilà. Donc le recueil fait 50 000. Combien de temps à peu près en moyenne tu mets pour écrire une de tes histoires? Écoute, en moyenne, ça peut être en une soirée, comme ça peut être en 6 mois. Et quand c'est en 6 mois, c'est quand justement j'ai pas forcément la fin. J'ai des nouvelles, par exemple, la nouvelle du camionneur, la nouvelle du gars qui est bloqué sur son canapé ou la pandémie, c'est des nouvelles qui ont été commencées il y a 10 ans à peu près. Vraiment tout au début où je balbutiais, enfin je savais même pas qu'un jour j'écrirais quoi. C'était plus voilà, j'avais des idées, j'écrivais, je verrai où ça va. Et celle-là, j'ai eu du mal à les finir justement parce que j'avais pas de fin, c'était vraiment le début. Donc j'ai encore des histoires, par exemple, j'ai des nouvelles qui sont stockées, qui sont depuis 5, 6, 7 ans qui sont de côté, et c'est des ladies room. Tu vois, pareil, je sais pas du tout où ça va aller. J'ai un maire, par exemple, qui reçoit une marionnette. J'étais un peu parti sur le marchand de jouets qui se fait assassiner ou je sais pas trop quoi. C'est un dommage collatéral. Puis sa femme, elle lui envoie une boîte avec des petits soldats. Puis les petits soldats s'animent pour buter le. Voilà. J'étais un petit peu parti sur ça, mais en faisant une variante. Et puis finalement, voilà. Donc elle est stockée quelque part. Je sais même pas trop. Mais voilà. Mais pour revenir sur l'écriture des longs ou des courts formats, donc j'en ai parlé la semaine dernière sur Twitter, donc mais c'est un scoop si tu l'as pas vu. Et je vais continuer les chroniques. J'ai 6 tomes en tête, donc voilà, ouais, 6 tomes. Voilà. Alors en fait, et comme ça m'est difficile d'écrire des romans, en fait, souvent d'ailleurs, je les découpe. D'ailleurs, quand tu regardes le tome 3, même si c'est un roman, finalement, c'est une suite de nouvelles. Si tu regardes vraiment bien, il y a un passage dans le couvent, un passage avec le père avec son petit gamin dans la cave, comme des épisodes en fait. Et donc en fait, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc là, le tome 4, celui-là est déjà bien entamé. C'est l'histoire de Gustave. Euh, c'est des personnages qui vivent longtemps. Et c'est pareil, tu vois, j'ai trouvé le système de faire, ça se passe après, 2 mois après, donc la fin. Et c'est une petite nana qui est dans le village. Enfin bon, voilà, j'explique un petit peu comment est le monde en post-apocalyptique. Et puis elle monte à sa maison et elle trouve des cahiers où il consignait sa vie. Et puis elle les trouve pas tous parce qu'il y a l'âne qui en a bouffé la moitié, parce que ça fait 2 mois qu'il est là, il faut bien qu'il mange, donc il a bouffé du papier, il a bouffé plein de trucs, bon peu importe. Elle redescend et puis elle lit les cahiers. Et les cahiers donc racontent sa vie. Donc du coup, c'est des passages de la vie de Gustave pendant la guerre, donc finalement, pour moi, c'est comme si j'écrivais des nouvelles. Tu vois? Voilà. Mais dans le truc, ça collera voilà. Donc je vais faire ça en tome 5. Je vais faire les deux sœurs Olga et Miraela, mais avant qu'on les rencontre, avant d'être dans la maison. Donc entre le moment où avant d'être dans la maison, donc entre le moment où la mère euh, fait ce qu'il y a à faire, puis quand elles sont toutes petites et comment ça grandit. Donc c'est assez intéressant parce que vu que enfin, je vais pouvoir inclure plein de personnages comme Plat de Tépeste, comme machin, tout ça, parce que c'est dans l'époque, dans le truc qui va bien. Le, le sixième, ça sera que l'histoire de Miraela, parce que voilà, j'adore ce personnage et il n'y a pas de nouvelles. Et puis le septième, je pense justement, ça sera ce que j'ai écrit là, le Loch, parce que le gros sujet en fait de l'histoire, c'est quelque chose qui se passe en Écosse avec le roi James d'Écosse, qui est devenu ensuite le roi d'Angleterre et d'Irlande.
avec des trucs de sorcellerie, parce qu'à l'époque là, c'est là où il y a les Witchcraft Act. Et en fait, je pense que je vais faire rencontrer donc on aura l'histoire de Miraela, comment elle a interagi avec ce gars-là pour faire ça, et ensuite sortira le Loch, où justement on verra tout ce qui en a découlé, les conséquences à notre époque à nous. Enfin voilà, j'ai plein d'histoires. Je suis en train là pour une fois, je suis en train de faire un petit peu des plans. On verra le Loch, où justement on verra tout ce qui en a découlé, les conséquences à notre époque à nous. Enfin voilà, j'ai plein d'histoires. Je suis en train là pour une fois, je suis en train de faire un petit peu des plans. Euh, on va voir comment ça va donner. Et puis je me donne des deadlines. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors, si j'ai bien compris, tu écris des nouvelles, hein, que tu ajoutes, que tu additionnes comme ça dans un recueil, et puis tu fais porter le chapeau à l'âne. C'est ça. Il a bon dos, l'âne, de façon à ce que tu puisses te concentrer sur les parties les plus intéressantes de la vie de ton personnage et pour pouvoir justifier les trous, ce qui est d'ailleurs ce qu'on fait généralement quand on fait un ouvrage où tu racontes la vie de quelqu'un, hein. Tu t'en fous des périodes où il est resté 6 mois dans sa cabane en Romain à cultiver des tomates, quoi. Et puis comme ça, pour moi, c'est le meilleur moyen en fait de pouvoir utiliser mon... Plus classique, un jour ou pas du tout. Non, non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce que je me sens pas de le faire, je me sens pas la capacité de le faire du tout. Donc comme ça reste, faut que ça soit un plaisir quoi. Enfin, je veux dire, pour moi raconter l'histoire c'est un plaisir, donc voilà, je vais pas me forcer à faire quelque chose qui me branche pas quoi. Voilà. Oui, non, c'est sûr, il faut que ça reste un plaisir, sinon je vois pas l'intérêt. Et quand tu as ton premier jet, tu en fais quoi? Euh, alors c'est pareil pour ça, je pense que je fonctionne pas comme comme les autres. J'ai quasiment pas de réécriture. C'est-à-dire que en fait, par exemple quand j'écris un chapitre ou une nouvelle, donc en général une nouvelle c'est jamais très très long, je l'écris et quand elle est terminée ou même pendant l'écriture, je relis souvent le paragraphe d'avant, puis encore le paragraphe d'avant, puis je change. Cette phrase est lourde, là ça va pas, là ceci, là ça. Et une fois que j'ai terminé, euh, cette phrase est lourde, là ça va pas, là ceci, là ça. Et une fois que j'ai terminé, euh, c'est terminé. Je la relis juste une fois pour voir s'il y a des coquilles, des machins de ça, et puis c'est bon, hop, c'est fini. J'ai pas du tout Voilà, ça se passe comme ça. C'est écrit, point. Il n'y a pas de premier jet en fait. Le premier jet est le jet final. Il est juste retravaillé en cours de Oui, route. d'accord, tu fais pas une correction après le premier jet. Ton premier Non. jet, tu le corriges au fur et à mesure. Voilà, je corrige au fur et à mesure. Souvent, par exemple, si j'écris 3 soirs de suite, donc le premier soir, je vais écrire, je vais relire vite fait avant de me coucher. Le lendemain, je vais relire ce que j'ai réécrit, modifier un ou deux trucs, continuer. Et puis le troisième soir, je vais relire ce que j'ai écrit le deuxième soir, modifier deux, trois trucs, et puis finir. Et puis quand c'est fini, c'est fini. Oui, donc toi Voilà. tu fais partie de l'école de ceux qui reviennent en Ah arrière oui, en oui, cours t'as pas d'écriture. compris. Parce que bon, il y a deux écoles en fait, hein, à ce niveau-là. Il y a ceux qui font comme toi, et puis il y a ceux dont je fais partie, qui préfèrent écrire tout d'un trait. Moi, je veux aller très très vite. Il faut que j'arrive au bout de mon histoire, et ensuite, une fois que j'ai Oui, terminé mon premier jet, là, je reprends tout depuis le début et je fais des réécritures ou des corrections. Au niveau de la longueur de tes nouvelles, est-ce que tu t'imposes un certain nombre de mots, une certaine longueur, ou est-ce que tu t'en fous complètement? alors, je m'en fous complètement. J'essaye d'avoir un minimum de mots. J'ai vraiment beaucoup de mal quand je vois certains qui sont attends, j'ai terminé mon roman, mais 130 000 mots, c'est beaucoup, 150 000, 180 000. Alors, attends, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte sur autant de mots que ça? Moi, je galère pour atteindre un minimum, plutôt. C'est plutôt ça. Parce que je pense que c'est à cause du format novel d'ailleurs, c'est vraiment straight to the point, quoi. C'est vraiment, voilà, si il y a des rideaux bleus, bah, je vais dire que les rideaux sont bleus, puis je vais pas dire qu'ils sont bleus parce qu'ils ont été fabriqués par la grand-mère qui aimait bien le bleu parce que à son époque, ceci, cela. Non, non, les rideaux sont bleus, point. Donc, tu vois, alors, j'essaye quand même de rendre le truc un peu intéressant, mais je me perds pas du tout dans des détails inutiles. Voilà, c'est ça. Donc du coup, une fois qu'on enlève tous les détails inutiles, bah, ce qui reste, ça reste intéressant, mais ça fait pas grand-chose en mots. Oui, alors c'est vrai que toi, tu Voilà. as un style très direct. Après, c'est ce qu'il faut pour une nouvelle. Sur une histoire courte, t'as pas le temps de t'éterniser sur, comme tu dis, les rideaux bleus qui ont été faits par la grand-mère à l'époque où son mari était parti à la guerre. Il faut aller directement à l'essentiel. C'est le C'est concept de la ça. nouvelle.
Mais ceci dit, ça fonctionne parce que j'ai eu pas mal de retours de gens qui n'étaient pas du tout nouvelles, qui au contraire aimaient bien des romans énormes parce qu'ils avaient le temps de se plonger dedans et qui disaient, écoute, je sais pas comment t'arrives à me faire aimer les nouvelles, mais t'es le seul pour qui ça, que j'arrive à lire, quoi. Donc, Tout reprendre à zéro, hein, non, de te dire que non, bon, bah d'accord, bah écoute, je suis pas du tout jaloux. Bon, ben jamais. voilà, bah, cette interview est maintenant terminée, hein, on en a fini avec ce monsieur pas très intéressant. Mais non, Merci, parce au que revoir. non, mais comme je corrige au fur et à mesure, ça avance au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis obligé de corriger directement, justement pour pas avoir à revenir. Donc, et ça c'est tout. Non, 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 non. C'est pas- non, désolé. Bon, ben c'est pas grave, je t'en veux pas du tout. Alors, c'est quoi ta bête noire? C'est la correction justement. La vraie correction, c'est-à-dire celle juste pour corriger les fautes et tout ça, et relire l'histoire, parce qu'une fois pour revenir comme je disais tout à l'heure, une fois que l'histoire est finie, elle est finie, j'ai envie de passer à une autre. Et devoir continuer de m'y plonger en me disant, tiens, est-ce que je ne modifierais pas quand même ça? Est-ce que là, je pourrais pas modifier ça aussi pour que ça aille mieux, etc., etc., ça aille mieux, etc., etc. Ça, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Oui, c'est. Hmm. Voilà, c'est ça. Oui, donc oui, tu fais partie de la grande majorité des auteurs qui détestent cette phase de correction. Mais est-ce que tu as un petit tic d'auteur? Enfin, moi, je sais que par exemple, c'est les phrases passives. Je sais pertinemment qu'il faut que j'évite d'en mettre, mais pour autant, je sais aussi que je vais en coller une minimum, des fois deux ou trois dans chaque paragraphe. Est-ce que toi, tu as un tic d'auteur comme ça? Donc, tu sais qu'il faut que tu t'en débarrasses, mais il n'y a rien à faire, il revient encore et encore. Alors, selon mon épouse, qui pour le moment était ma correctrice, maintenant je me suis pris une correctrice professionnelle, mais jusqu'à maintenant c'est elle qui corrigeait. Je commence souvent mes phrases par mais ou par et. Et il semblerait que ça soit un défaut récurrent chez moi. Moi, je m'en rends pas compte. Je lis parfaitement ça chez les autres. Même là, je prenais l'exemple, je prenais un bouquin de Chatham, un paragraphe, dans un paragraphe, deux fois il le faisait. Donc je me suis dit, bah, les autres le font. Mais vraisemblablement, c'est pas tout à fait correct. C'est pas. Et puis j'ai mis aussi un petit peu trop d'adverbes. J'essaye d'enlever au maximum. Activement, bah non, avec hâte. Enfin, tu vois, voilà, on a tous ça. Mais c'est vrai que, ouais, ça c'est un autre défaut. D'accord. Et alors, puisque tu nous parles de ton épouse, tu as des bêta-lecteurs ou des Pas alpha-lecteurs à qui tu... Pas du, Non, pas pas du du tout. tout. Tu Non. fais, tu fais pas du tout relire avant de publier? Non. Non. Je vais pas relire parce que quand je raconte mon histoire, c'est la façon dont j'ai voulu la raconter. Et si je donne à un bêta lecteur qui va me dire, alors là, ce passage-là, peut-être que tu devrais le modifier comme ça parce que ou ça c'est peut-être inutile ou ça tu devrais le retravailler. Dans ma tête, je me dirais, ok, mais c'est plus mon histoire si je retravaille ça ou ça ou ça. Moi, mon histoire, c'est que le bonhomme il fasse ça à ce moment-là. Alors peut-être ça te plaît pas, je comprends. Ou peut-être c'est pas bon pour le rythme, je peux comprendre. Tu vois, quand tu m'avais parlé là voilà, dans ma tête, je me suis dit, ouais, peut-être. Enfin, moi, j'avais même pas trouvé que ça cassait le rythme à ce moment-là. Justement, au contraire, je trouvais que ça permettait de souffler un petit peu. Mais, euh, mais dans ma tête, je me suis dit, oui, mais bon, dans mon histoire, le bonhomme, à ce moment-là, il doit raconter son passé et pourquoi c'est son père. Donc, bah voilà. Donc voilà, pas de bêta test lecteur. Bah, promis, je te ferai plus de retour. Promis, je dirai plus rien. Non, 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 non. Écoute, si tu veux, je t'enverrai. Je sais que t'es hyper pris et que t'as vraiment très très peu de temps, mais si tu veux, je t'enverrai le loc vu qu'il est prévu pour le tome 7. Donc, et puis justement comme ça, tu auras tu auras la primeur de quelque chose qui va sortir dans 1 ou 2 ans, et puis tu me diras ce que t'en penses. Parce que celui-là, il faut que je le reprenne parce qu'il y a plusieurs trucs qui vont pas. Et puis comme ça, tu sauras le mystère du monstre du Loch Ness qui a enfin été résolu par personne avant et par personne de cette façon-là. Et moi, je l'ai résolu. Donc comme Donc, ça, toi, tu y es voilà, arrivé, toi. voilà, moi je l'ai résolu. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu aurais trois conseils que tu voudrais donner aux jeunes auteurs qui veulent se lancer ou à ceux qui n'ont encore jamais fait de nouvelles et qui veulent s'y mettre? Voilà, les trois choses qui pour toi sont les plus importantes avant de commencer à écrire les trois choses sur lesquelles il faut vraiment porter toute son attention. C'est quoi pour toi? Je pense que le plus important dans une nouvelle, c'est la chute. Parce que même si t'es pas très bon à l'écriture, même si t'es pas très bon à poser un personnage,
enfin, je veux dire, voilà, on n'est pas tous des Victor Hugo ou des oufs de littérature. Si tu as une chute vraiment qui défonce tout, le lecteur se rappellera principalement de ta chute. Tu vois, il vaut mieux qu'il soit déçu que frustré. Donc s'il est un petit peu déçu pendant la lecture où il se dit ouais, puis qu'à la fin il se dit waouh, bah, il se rappellera du waouh, waouh. Alors que si avant c'est super bien écrit, vraiment c'est bien écrit, il est bien dedans et tout, et que la fin elle est nulle, il va se dire tout ça pour ça quoi. Donc tu vois, je pense qu'il vaut mieux décevoir un petit peu dans le truc et pas frustrer. Et vraiment que pour moi, il faut vraiment travailler la fin. C'est vraiment l'important, c'est vraiment le twist de fin pour écrire une nouvelle. C'est vraiment comme ça que je conçois le truc. Je vois bien, hein, j'ai des nouvelles qui sont assez faibles au niveau écriture, je trouve, ou pas très bien construites. Et auquel j'ai des gens qui me disent waouh, mais elle est super bien cette nouvelle. Par exemple celle du photomaton, je sais pas si tu te rappelles, avec le vieux monsieur. Voilà. Moi personnellement cette nouvelle je le trouve pas extraordinaire. Tu vois, j'aimais bien l'idée du photomaton, c'était ça qui était venu. Et puis je m'étais dit bah tiens je vais écrire, c'était venu. Et tout le monde me dit waouh c'est onirique cette nouvelle et tout. Et à chaque fois je me dis waouh bah c'est cool, c'est chouette, c'est chouette. Mais dans ma tête je me suis dit mais en fait voilà il se passe rien, c'est un pauvre vieux qui est triste d'avoir perdu sa femme. Point. Et pour moi, ce qui était important, c'était le photomaton et la fin avec le photomaton. Oui, c'est vrai, Voilà, elle avait un petit côté poétique, celle-là. Alors, bon, je m'en souviens pas très bien parce que je l'ai lu quand le recueil est sorti, donc ça fait quelques temps déjà. 2017, ouais. Voilà, 2017. Ouais. Mais je me souviens de cette histoire de ce vieux monsieur qui perd sa femme. Je me souviens plus comment il s'appelle. Edgar. Voilà, Edgar, et qui s'accroche comme ça à sa boutique, à son commerce, qui était une horlogerie, hein, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et je ne suis pas vraiment étonné que les gens te parlent de cette histoire, parce que c'est vrai que elle avait un ton qui tranchait avec. Je me suis fait engueuler d'ailleurs par mon épouse avec celle-là. Parce qu'elle m'a dit, mais tu te rends compte ce que tu lui as fait à ce pauvre vieux, t'es vraiment pas cool. Et c'est pour ça que j'en ai écrit une nouvelle qui s'appelle Mes excuses à Edgar. Et le titre Mes excuses à Edgar, c'est justement pour m'excuser de lui avoir fait ça dans le premier et d'avoir refait une nouvelle derrière pour avoir Oui, modifié un petit peu. ouais, mais les personnages, ils sont là pour souffrir, hein, Ouais, mais là, ça l'a rendu triste. Alors, bon, voilà. c'est leur destin, ils sont là pour souffrir. Donc, une super chute. Ah, c'est vraiment important, le meilleur conseil. Voilà. Est-ce que tu as un truc pour ne pas tomber dans le cliché ou est-ce que tu penses Bah, pas, tu penses pas vraiment? en fait, il faut se surprendre. Et pour éviter de tomber dans le cliché, il faut essayer de se mettre à la place du lecteur et que le lecteur se dise pas à la moitié, ah ouais, je vois où il va en venir, et puis au bout, ah bah ouais, j'en étais sûr. Il faut vraiment se mettre à la place du lecteur et c'est pas facile. Et surtout, c'est le lecteur et que le lecteur se dise pas à la moitié, ah ouais, je vois où il va en venir, et puis au bout, ah bah ouais, j'en étais sûr. Il faut vraiment se mettre à la place du lecteur et c'est pas facile. Et surtout, ce qui est pas facile, c'est de trouver une chute qui n'a jamais été faite et qui soit pas téléphonée. Et, euh, et- ou alors, ce qui est pas mal, ce que j'avais fait avec l'accident, tu sais, avec le loup-garou et puis ceux qui sont bloqués dans la voiture, voilà, c'est de dévier, de faire comme les prestigitateurs, c'est-à-dire tu montres quelque chose pour que tout le monde regarde ce que tu montres, et puis pendant ce temps-là, tu fais ton tour derrière et tu sors. Et c'est vrai que là, c'était parti sur une histoire de loup-garou, donc tout le monde s'est dit ah bah loup-garou, 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 puis en fait pas du tout quoi. Le chat se fait shooter en 2 secondes, et puis c'est pas du tout le truc important après dans la suite de la trame de l'histoire, on voit l'importance du truc. Mais voilà, là par exemple, celle-là c'est typique, tu vois, c'est typique où j'ai pointé du doigt un truc qui semblait tellement obvious que les gens, ils allaient tous focus dessus, et en fait pas du tout. Je suis passé sur autre chose pour, voilà, c'est en finissant sur autre chose. Ou comme la tondeuse, tu vois, tout le monde s'attend à la tondeuse, puis en fait, bon, voilà, la fin de la tondeuse, puis finalement, hop, c'est ce qu'il y a après, tu vois, c'est toujours la même chose. J'ai beaucoup aimé celle de la tondeuse, hein. J'ai beaucoup ri à la fin. C'est vrai qu'on voit pas du tout venir Et la celle-là, chute. elle est partie aussi une vraie fête que je faisais avec des amis qu'on se rencontrait 1 fois par an. On jouait à des jeux à World of Warcraft ensemble. Et c'était la première phrase quand il dit, vous avez trouvé que ça fait très Stephen King, mais j'ai l'impression que ma tondeuse, ça, c'est une vraie phrase que mon pote a sortie en montant de sa cave. Et en rentrant du week-end, je me suis dit, ah le con, il faudrait que j'écrive un truc là-dessus. Donc j'ai cherché une fin qui pourrait être vraiment, vraiment intéressante. Et une fois que j'ai eu ma fin, tac, j'ai écrit.
Et donc le Olive qui s'appelle dedans, c'est moi. Je crois qu'elle est d'ailleurs sur ton site, hein, Elle est sur mon blog, celle-là, ouais. Ouais, voilà, ouais. oui. Ouais, si vous voulez passer un bon moment, d'ailleurs, je vous conseille, vous allez sur olivercrook.com. Je mettrai le lien dans la description texte du site, hein, Elle est sur mon blog, celle-là, ouais. Ouais, voilà, ouais. oui. Ouais, si vous voulez passer un bon moment, d'ailleurs, je vous conseille, vous allez sur olivercrook.com. Je mettrai le lien dans la description texte de la vidéo. Il en a mis plusieurs en intégralité, hein, des textes intégrales que vous pouvez aller lire complètement gratuitement. Je vous le conseille. Moi, en tout cas, celle de la tondeuse, c'est une de mes préférées. Donc faire de la prestidigitation pour détourner l'attention et réussir à faire un beau twist, avoir des chutes qui surprennent et qui sont bien réussies, hein, bien réussir sa chute. Bah, les deux s'emboîtent au final, travailler la chute et puis la façon d'y arriver, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un troisième conseil, je veux dire, à donner? Pas se perdre avec trop de descriptions pour un personnage, quoi. Là, faut laisser les gens vraiment, faut vraiment laisser les lecteurs s'imaginer le. Je pense que plus on se laisse, il y a plus d'imagination possible. Je pense qu'il faut laisser aussi une grande part d'imagination pour le lecteur. Il faut vraiment lui laisser. Euh, c'est ce que je te disais, je crois, au début de l'entretien, c'est que c'est important. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir un ou deux lecteurs différents qui se disent ah bah moi le personnage je l'ai vu comme ça et je l'ai imaginé comme ça, et d'en avoir un autre qui dit ah bon c'est marrant parce que moi j'imaginais plutôt qu'il était comme ça. Donc ils se retrouvent sur les traits que moi je donne, mais pour le reste ils partent chacun dans leur par rapport à leur vécu, par rapport à leur histoire, par rapport à ce qu'ils ont envie que le personnage fasse ou le passé qu'il puisse avoir ou des Hmm. choses comme ça. Tu fais des descriptions physiques de tes personnages dans les nouvelles ou pas du tout? Si ouais, presque toujours ouais, presque toujours. Et ça c'est par rapport au visuel dont je te parlais justement pour le côté cinématographique, tu vois. Parce que souvent, quand j'ai un personnage, j'essaye d'en prendre un qui existe vraiment, quelqu'un qui existe vraiment. Tu vois, Miraela, par exemple, c'est Eva Green, tu vois. Tu vois. Bon, ça, c'est pas nouveau, j'ai déjà dit je le dis assez souvent, mais voilà, tous les personnages comme ça sont toujours... des fois, je cherche des photos, même d'inconnus, tu vois, juste pour avoir une idée, faire une petite description, et comme ça, je le vois le personnage évoluer, et pour moi, c'est plus facile d'écrire une scène quand je vois le personnage évoluer et à quoi il ressemble, plutôt que, que d'être dans le flou, Mm. quoi. Mm. Oui, c'est vrai, ça c'est aussi c'est un truc que je fais régulièrement. C'est vrai que quand on a du mal à imaginer un personnage physiquement, bah tu fais une petite recherche Google, des fois juste en tapant un prénom, et puis tu fais une recherche par image, et puis là tu vas avoir des tas d'images de gens, de parfaits inconnus, hein, qui ont mis leur photo en ligne et que tu peux prendre comme exemple, comme support pour mieux les visualiser et mieux pouvoir en faire une description après dans ton histoire. Et puis souvent, ce que j'essaye aussi, c'est pas de prendre des personnages qui sont Après dans ton histoire. Et puis souvent, ce que j'essaye aussi, c'est pas de prendre des personnages qui sont parfaits. Les personnages parfaits, ça fait chier tout le monde, et puis en plus, tu peux pas t'identifier, tu vois. Donc c'est bon, alors c'est vrai, on va dire Eva Green, d'accord, mais si tu prends mon chauffeur routier, il est loin d'être parfait physiquement. Enfin, tous mes personnages en général ont toujours des défauts assez récurrents, ouais, je pense qu'il faut éviter aussi de tomber dans le piège du personnage qui est vraiment trop parfait, trop super-héros, trop enfin, quand je dis super-héros, pas avec du super-pouvoir, mais tu vois ce que je veux dire, pas des Bruce Wayne, quoi. Oui, oui, je vois ta mère. C'est même typique pour, pour ceux qui aiment bien Batman. Salut Simon. Voilà. Je sais qu'il va regarder. Ok. Alors dis-moi, c'est quoi le prochain projet pour toi? C'est le tome 4 des chroniques? Alors là, c'est le tome 4. Alors en fait, le prochain projet, là, donc j'ai retravaillé le premier tome, j'ai retravaillé le deuxième avec une nouvelle supplémentaire. Je vais retravailler le troisième avec un chapitre supplémentaire, je pense, pour qu'il colle aussi à la même longueur que les autres. Donc il va falloir que je trouve un chapitre à inclure dans le truc. Ça part chez une correctrice. Donc fin juillet, elle commence, et puis après elle est en vacances, puis tout le mois de septembre. Et en fait, je vais les sortir en brochet en même temps que je vais les ressortir en numérique, donc updaté, pour que les gens qui restent en numérique puissent tout simplement mettre à jour et puis avoir les nouvelles versions avec les histoires en plus, etc. Et en même temps, je travaille donc sur le tome 4, qui s'appelle Malédiction. Et, euh, et j'espère le sortir pour la fin de l'année. C'est-à-dire, en fait, j'aimerais bien que les brochets sortent par exemple en novembre et que Malédiction sorte en décembre.
Tu vois, comme ça laisse autant les gens de lire, de se dire ah bah tiens, finalement ça continue derrière. Et puis ceux qui attendent avec impatience une quelconque suite parce qu'ils pensaient qu'il n'y en aurait pas, parce que à la base j'avais annoncé que c'était fini mon histoire maintenant. Donc, mais en fait, j'ai une façon de fonctionner qui est un peu erratique dans le sens où euh, souvent, par exemple là pour le log, j'ai vraiment vu ça, c'est-à-dire que j'ai ma fin, j'ai mon chemin à peu près pour y aller, à peu près même pas, euh, et donc en fait j'écris une scène, enfin j'écris un chapitre, et quand le chapitre est fini, je me dis et maintenant? Donc pendant au moins une semaine, le soir en m'endormant, j'y pense. Je me dis tiens, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, ou alors tu fais la douche, tu prends la douche, tu vas faire les courses, peu importe. Et puis une fois que je trouve que la scène, enfin le chapitre d'après, il est clair dans ma tête, je l'écris. Et puis une fois que j'arrive au bout et que je suis content de moi, je me dis et après? Et je me retrouve de nouveau à une semaine ou 15 jours à réfléchir comment ça pourrait. Donc en fait c'est super long, tu vois, le processus d'écriture pour moi il est super long. Donc en fait ce que j'essaye de faire avec le tome de 4 à 6, c'est de les écrire en simultané. Ce que j'essaye de faire avec le tome de 4 à 6, c'est de les écrire en simultané. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé, par exemple, un des cahiers qui raconte l'histoire de Gustave, et puis je me dire, bon, bah, le suivant, par exemple, ça va se passer, je sais pas, pendant la Révolution française ou peu importe, je commence à y réfléchir, mais en amont, j'ai réfléchi déjà à un autre chapitre sur le livre d'après. Donc du coup, j'écris celui d'après, et en même temps, je réfléchis à celui de Gustave. Et comme ça, quand j'ai fini celui d'après, je peux attaquer Gustave parce que j'y réfléchis, et en même temps, je pense à la suite. Donc je vais essayer d'en écrire 2, voire 3 en simultané comme ça. Ça risque d'être un peu plus long, mais au moins, ça sera en continu. Et ça sera pas... je fais un chapitre, après, pendant... Voilà, je n'aurai pas de temps mort qui rallonge grandement le temps d'écriture. Ah, d'accord, tu te fais un roulement entre plusieurs Voilà, histoires, ouais, comme ça te permet d'éviter les temps voilà, morts, c'est quoi. ça. Hmm. Et ça fonctionne plutôt pas mal pour le moment. Bon, bah écoute, c'est génial, on va attendre ça avec impatience. Je sais quoi demander au Père Noël. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Oliver. Merci beaucoup, Oliver, pour cet entretien. Tu as peut-être l'impression de pas avoir dit grand-chose parce que ça a l'air de couler assez naturellement pour toi, mais je t'assure que tu nous as donné plein de clés pour commencer, pour écrire, à faire des nouvelles. D'accord. J'espère que cet entretien pourra aider les jeunes auteurs, enfin ceux qui ne s'y sont pas encore essayés. En tout cas, je te remercie pour cet entretien et pour tous ces bons conseils. Est-ce que tu as un mot de la Ok. fin? Vas-y, à toi la parole. Euh, si vous avez, ça va être bateau ce que je vais dire, mais si votre rêve c'est d'écrire, écrivez quoi. C'est aussi simple que ça. Moi j'ai mis du temps avant de me rendre compte que c'était quelque chose que j'avais envie de faire, de raconter des histoires, et c'est un vrai plaisir. Donc racontez. Même si vous les sortez jamais et que vous les gardez dans votre tiroir, faites-le quoi. S'il faut que ça sorte de votre tête, que ça sorte de votre tête. Voilà. Super, Voilà. super. Merci beaucoup, Oliver. Merci. Allez, au revoir tout le monde. Et merci à toi pour cette interview. Merci. À